Au Portugal, les transports ont du style. C'est ce qui fait leur charme. Et leur grand succès. Il y a des trains qui se prennent pour des restaurants étoilés. Et ici, on a envie de goûter à tout. Avec sa langue, elle essaie d'emmener ma main, je ne sais pas où là. Au Portugal, même la lessive est une fête. Donc pour rencontrer des femmes au grand cœur, un pour tous et tous pour un. De grands hommes célèbres. Je m'appelle Victor Hugo. Comment? Victor Hugo. Et pour faire le tour du monde, Corée du Sud, Brésil, Argentine. Au Portugal, le train c'est pas mal. L'idée de commencer mon voyage à Porto. Car l'origine même du nom Portugal se trouve ici, au bord de ce fleuve qui, durant des siècles, a transporté le bon vin de Porto. Le long du fleuve Douro, il y avait deux villes romaines, Portus et Calais. Eh bien, quand on a décidé d'associer le nom de ces deux villes, cela a donné Portus-Calais, Portugal. Ce qui est bien avec le Portugal, c'est que c'est pas très très loin, c'est pas à l'autre bout du monde, et pourtant on est tout de suite ailleurs. Regardez ça. Il y a une ambiance. Et puis alors, ce qui est formidable ici, vous voyez, c'est que les trains ils sont particulièrement choyés. Regardez quel écrin on leur offre. Ce pont-là, il est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Il a été construit par un collègue de Gustave Eiffel, qu'on connaît bien. Et c'est quasiment un emblème du pays, ou en tout cas du nord du Portugal. Il y en a qui sont relax ici. Voilà, oui. Bonjour. Vous avez l'air relax là, en maillot de bain, au milieu des touristes. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on attend pour sauter. Vous sautez? Bah oui, on saute du bas du pont là-bas. Ah bon? Mais c'est super haut. Eh oui, c'est haut. Il y a combien de hauteur là? De la route, ça fait 15 mètres à peu près. On fait un peu de tout. On court sur les poutrelles, on fait des cabrioles, on fait le saut de l'ange. On le connaît par cœur ce pont. Ah bon? Et puis en contrepartie, on demande une petite pièce, un peu d'argent aux gens qui sont là. Tu vois, il y a déjà du monde qui arrive là. Mais il faut être super sportif pour faire ça. Moi, j'ai commencé quand j'étais gamin, à 8 ans. Donc j'ai toujours fait ça. On est habitué. Pour les touristes, les étrangers, ça paraît dangereux. Bon, ça l'est un peu, mais nous, ça nous fait plus rien. La hauteur effrayante, l'eau en bas. Ah bon? Jamais pas. Et alors là, il y a des gens qui sont prêts à vous financer un saut? C'est en cours? Oui, c'est parti là. On va commencer à monter sur le pont et mes potes vont leur demander une petite pièce. Et on saute à partir de 10 € le saut. 20 € c'est 2 sauts, 30 € c'est 3, etc. Mais attention, on ne saute pas tant que les copains n'ont pas dit que je pouvais y aller. Ils disent de sauter que quand il y a assez d'argent. C'est un spectacle, tu vois. C'est normal de payer pour un spectacle, non? S'il y a 10 €, ok. Sinon, on attend. Pas d'argent, pas de saut à voir. Je vous ai déjà vu, c'est super. Merci. J'adore parce que alors, eux ils font la pub, ils font la promo, ils teasent là-bas. Et là, il y en a qui font la quête. C'est super organisé. Est-ce que vous avez donné une petite pièce pour qu'ils sautent? Oui, on l'a donné déjà. Ouais. Vous avez donné combien? On a donné 2 €, mais je pense qu'on aurait dû en donner 5. Allez, c'est bon, sautez! Ça vous fait peur? Oh là là, mais il est courageux! Ah! Allez, ça fait 5 minutes qu'on filme là. Attention, on va... Excellent!
incroyable. Incroyable, hein? C'est incroyable. Il faut le faire, hein? Est-ce que vous le feriez, vous? Non. Non, non. Non? Moi, non. Pourquoi? Moi, non. Pourquoi? Bon, c'est très difficile pour moi. Hein. Vous le feriez, vous? Non, Ah, ben voilà. pas du tout. Ah, ça y est, il est revenu. Il est là. Et bravo! Impressionnant. Félicitations. Hein. Merci. Franchement. Hein. Et alors, gros succès. Gros succès dans la foule. Il y a même madame, je ne sais pas si je dois le dire. Combien vous vouliez lui donner après le plongeon? 5 €. Tenez, c'est pour vous, pour le groupe. Regarde. Et je t'ai même pas demandé ton prénom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Victor Hugo. Comment? Victor Hugo. Victor Hugo? Oui, Victor Hugo. Et pourquoi Victor Hugo? Bah, c'est ma mère. Elle aimait bien le nom du célèbre écrivain, donc voilà, Victor Hugo. Je suis Victor Hugo. Et toi, comment tu t'appelles? Raphaël. Raphaël, très bien. Donc nous avons Victor Hugo et Raphaël, que des grands hommes. Félicitations. Regarde. Merci. Il règne autour de ce pont une ambiance plutôt cool qui attire des visiteurs de l'Europe entière. Porto est la deuxième ville du pays, un peu moins de 2 millions d'habitants, et une gare. Il n'y a pas beaucoup de villes en Europe dont on vous dit tout de suite qu'il faut aller voir la gare. Ah oui, c'est pas mal. On m'avait dit qu'elle était belle, et ben c'est vrai. En fait, c'est une gare tout en azulejo. On dit azulejo en portugais, azulejos en espagnol. En fait, l'azulejo, c'est cette faïence typique du Portugal et du sud de l'Espagne. Faïence décorée, comme ça. Là, ce qui est marrant, là, c'est... Là, il y a toute l'histoire des transports dans le secteur. Donc ça commence dans l'Antiquité, là. Et puis alors, ils avancent tous, comme ça, tout autour de la gare. Ils avancent. Et ils avancent jusqu'à ce qui représente le futur, le train. Sur les azulejos, le train à vapeur, le futur tel qu'on l'imaginait fin 19e, et sur le quai, un petit bijou. Le train le plus luxueux qu'on pouvait imaginer à la même époque. Un train réservé aux rois, aux reines et aux papes. Il était le train officiel des chefs d'État au Portugal jusqu'en 1970. Aujourd'hui, quelques rares sorties sont organisées avec ce train. L'idée, une virée gastronomique dans un train prestigieux avec à bord un chef étoilé. C'est un beau train, ça. Alors, on reconnaît les beaux trains, les trains historiques, à l'odeur. Et pas l'odeur de la loco ou du charbon, l'odeur du bois. Parce que tous les compartiments sont en bois, comme ça. C'est caractéristique. Il se passe des choses. C'est magnifique, hein. C'est super beau. Hello, bonjour. It's beautiful. C'est comme un restaurant étoilé en France. À ce point-là? Oui, c'est vrai. Vous pensez que je peux aller voir le chef? Il n'y a pas de problème. Pas de problème? Là, ça sent la cuisine. Là, ça sent la soupe de poisson, même. Bonjour. Chef. Bonjour, Vous êtes le chef? bienvenue à bord. Je peux venir? Oui, vas-y, monte. Ah oui, mais c'est très sérieux, là. C'est quasiment une vraie cuisine. Un peu, oui. C'est le moment clé, là, juste avant le départ. Il faut que tout soit prêt pour assurer le service. Donc là, vous êtes en plein stress, alors. Ouais, un peu. On finit de dresser les derniers préparatifs, on se dépêche, et ça chauffe juste à côté de là. Viens voir, j'ai une soupe de poisson, tu sens? Oui, ça sent. Viens goûter, viens goûter. Ah, mais c'est énorme, elle est énorme, votre cuisine. Et vous savez que c'est la plus grande cuisine dans un train que j'ai jamais vue. Ah bon? Ah oui. Tu trouves que ma cuisine est grande, toi? Nous, on se sent quand même un peu à l'étroit ici. Je peux goûter? Ouais, Comme ça. bien sûr. Vas-y. Tu vas voir, elle est bonne. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec une bouillabaisse française. C'est plus proche de la caldeirada, le bouillon d'ici, typiquement portugais. Mais c'est délicieux. Elle est bonne, hein? Elle a des saveurs, mais c'est puissant.
bonjour. Ah ben, ils sont déjà à l'apéro. Qu'est-ce que vous êtes en train de boire déjà là? Du Porto. Du Porto, bien sûr. Je vois que ce voyage commence bien. Et vous, qu'est-ce que vous buvez? De l'eau. On va passer tout le voyage à bien boire et bien manger. Mais là, c'est encore un peu tôt pour moi. J'attends un peu pour le Porto. Vous, les Français, je sais que vous buvez dès le matin, et moi, ça, j'y arrive pas. Et alors dans un train, je trouve que manger dans un train, c'est un des grands plaisirs de la vie. Moi, je suis pour la réhabilitation des wagons-restaurants. Oh oui, je suis entièrement d'accord avec toi. J'irai même plus loin. Moi, je suis pour la réhabilitation des trains à vapeur. Ceux qui prennent des heures et des heures pour voyager. En fait, c'est militer pour le plaisir plus que pour la vitesse. Oui, il faut savoir prendre le temps. C'est important aujourd'hui. Je sens qu'on va bien s'entendre. Ok, bon bah à tout à l'heure, à table. Allez là, on prépare le show. Tu prépares la suite, tu amènes les herbes. C'est parti, on envoie en salle. Et donc vous avez prévu de servir des cailloux aux passagers, c'est ça? Ces cailloux, c'est une idée qui m'est venue hier. Tu vois, j'avais prévu de servir ces petites moules. Dans mon restaurant, que tu ne connais peut-être pas, on est spécialisé dans les fruits de mer et j'ai inventé ces fausses coquilles de moules faites à partir de pain grillé. Mais avec le mouvement du train, l'assiette bougeait trop et ça ne tenait pas, tout glissait. Je savais pas comment amortir tous ces mouvements, alors j'ai pensé à mettre des cailloux pour lester l'assiette. Et là, tu vois, ça bouge plus. C'est marrant parce que c'est ça que j'adore dans le métier de chef, de grand chef, c'est qu'il y a toujours un imaginaire, une créativité, puis un côté très pratique. Ça va? Est-ce que c'est bien lesté l'assiette pour le transport? Oui, c'est juste parfait. Juste le bon poids. Avec ces cailloux, ça rend le service beaucoup plus confortable et moins risqué. Parce qu'ici, ça bouge tout le temps. Et c'est super agréable, hein, ce train. C'est formidable. Alors, elles sont comment ces moules? Pendant un instant, je me suis imaginé au bord de la mer, sur une plage. Alors, tu aimes? C'est incroyable. C'est d'une finesse absolue. C'est un voyage, on n'a pas envie d'être dérangé. C'est la première fois que je suis dans un train qui associe à ce point la haute gastronomie et le voyage et le plaisir d'un train antique. Il y a vraiment tout. C'est le paradis. Le train traverse l'une des plus jolies régions du Portugal, la vallée du Douro. Pas de destination précise, juste un tour en train avec retour au point de départ. L'unique objectif est de passer un bon moment. L'ambiance est à la chansonnette, tout le monde se parle, on oublie le temps. C'est vraiment l'un des trains de luxe les plus cool que j'ai jamais emprunté. À la nuit tombée, retour à Porto. Et le lendemain matin, je vais prendre un peu le pouls de la ville. Hola. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Une bassine de poissons. Bonjour. Bonjour. Bon dia. Bom dia. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Là, je prépare mes poissons pour une cliente qui va passer les prendre tout à l'heure. Mais alors, moi, vous fâchez pas de ce que je vais dire, mais moi, j'ai l'habitude, quand je vais chez le poissonnier, qu'il y ait un étal avec de la glace, que le poisson soit bien conservé au frais. Et là, je ne vois rien de tout ça, donc j'aurais un peu peur qu'il ne soit pas très frais.
Mais non, t'inquiète pas. Il y a de la glace là aussi. Ah, il y a de la glace dessous. Et vous lui achetez souvent du poisson? Ah oui, très souvent. Et je ne l'achète qu'à elle, c'est la meilleure. Son poisson, il est vraiment bien frais. Et alors là, vous avez choisi un drôle d'emplacement, là, entre deux voitures, un peu nulle part. Vous restez là ou vous bougez? Comment ça se passe? Moi, j'aime bien être ici. Parce qu'il y a une école primaire dans la rue juste à côté et les parents m'achètent le poisson en passant quand ils accompagnent leurs enfants. Je me suis dit que ce serait un bon emplacement pour vendre et tu vois, ça fait 34 ans que je viens ici. Les gens sont habitués à me voir et moi j'aime bien ce quartier et puis maintenant c'est un peu comme un rituel. Ils savent où me trouver. Ah oui, vous le mettez sur la tête? La cabeza? Eh oui. Et comment vous faites pour que ça tienne bien comme ça et tout parfaitement? C'est quoi le secret? Oh, tu sais, c'est surtout une question d'habitude et d'équilibre. Je fais ça depuis longtemps. J'ai une longue expérience. En tout cas, je remarque une chose, c'est que vous ne pouvez pas me regarder tout en parlant et en marchant. Non, pas du tout. Mais je peux. Si, ça marche. Bon, pardon. Me voilà donc parti en balade à travers Porto avec les invendus de poissons sur la tête de Fatima. Elle m'emmène jusqu'en périphérie de la ville, dans un quartier appelé Afourada, en me disant qu'il fallait absolument que je vienne la retrouver l'après-midi. Que je vienne au lavoir municipal, car c'est là que ça se passe, c'est là où il y a toutes ses copines. Oh là là, mais il y en a plein. Hola. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est une boîte de nuit ou c'est un lavoir? Hein? C'est un peu des deux. Tu es à Afourada ici. On fait tout en chantant. Et moi, ça fait 69 ans que je lave mon linge ici. Et alors, où est-ce qu'elle est, Fatima? Elle est là-bas. Et Fatima, mais il y a une ambiance du tonnerre ici, c'est incroyable. Oui, tu sais, ici on est au cœur du village. On se tient au courant des dernières nouvelles, de ce qu'on a fait le matin, si j'ai bien vendu le poisson. C'est notre tradition et on fait tout pour la garder. Toutes les femmes ici, on se connaît depuis très longtemps. Et on aime se retrouver entre nous. On passe 2 à 3 heures ensemble à laver le linge. C'est très sympa, tu vois. Très bien. Donc en fait, ici, c'est un peu le lieu où il faut être si on veut être au courant de ce qui se passe dans la ville, c'est ça? Oui, monsieur, c'est exactement ça. À la maison, c'est le mari et les enfants. Et ici, c'est les copines. Et alors, expliquez-moi quand même l'intérêt de laver à la main, alors qu'on fait quand même des très bonnes machines à laver aujourd'hui. Non, mais la machine à laver, elle fait juste que laver le linge. Mais quand il s'agit de récurer et d'enlever les grosses taches, ça va plus. Alors qu'à la main, tu frottes et c'est bon. Allez hop, c'est ton tour. Faut que je fasse? Ouais, remonte tes manches. J'adore. Donc d'abord le savon. Ouais, c'est ça. Comme ça. Oh. Ah, le savon. Bah alors Et j'adore l'ambiance. Mais franchement, alors je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est dingue. Bah ouais. Et c'est génial. Et je comprends pourquoi vous voulez pas de machine à laver, hein, parce que ça vaut le coup de venir. Ouais, c'est pas pareil. Et vous le séchez où le linge? On met tout dehors. Ah, c'est dehors. D'accord. Viens. Oups. Parce que tout le monde pense ses culottes et ses t-shirts à l'extérieur, en pleine ville. Et c'est quand même dingue, ça. Vous laissez vos sous-vêtements, vos draps, vos tout dehors, en pleine ville, comme ça.
Mais c'est normal de faire ça ici. À Afourada, les maisons sont petites, on n'a pas de grands patios, de cours ou de jardin, donc on met tout ça dans la rue ou aux fenêtres. Mais c'est ici qu'on préfère, ça sèche mieux. Il y a plus de vent, plus de soleil. C'est mieux, quoi. Oh, et vous savez, j'adore l'odeur, cette bonne odeur de savon, bonne odeur de savon de Marseille. Est-ce que ça ne vous embête pas de suspendre vos soutiens-gorge comme ça en pleine ville, devant tout le monde? Bah non, regarde, là je mets même un string, tu sais, le truc qui te rentre dans les fesses là. Je crois que j'adore ce pays. Je suis bien là, non? Ah, vous êtes magnifique, ça vous va très bien. Pourquoi, dans ce pays, on réussit à garder cette ambiance-là autour de choses qui sont quand même traditionnelles d'autrefois? Pourquoi ça reste alors que partout ailleurs en Europe, ça disparaît? Pourquoi ici, vous réussissez à garder cette bonne humeur-là? Tu sais, ici, on est un petit village. On est tous unis. Notre devise, un pour tous et tous pour un. Nous, les Portugais, on est un peuple humble et toujours heureux. Dès qu'on peut faire la fête, on en profite. On chante encore, on danse, ça c'est vrai. On n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais on est heureux. On est tout le temps heureux. Oui, c'est vrai. C'est ça le Portugal. Bon, ben, je vous trouve fantastique. C'est super. Bravo. Avec cette petite danse des lavandières, je me dis que j'aurais dû peut-être venir au Portugal plus tôt. Il règne ici une sorte de simplicité naturelle, sans chichi, que j'adore. J'ai envie d'en voir plus. Direction la gare. Voilà, alors ça c'est le... Là c'est marqué dessus, c'est là. C'est l'Alpha Pendular. C'est le train rapide du Portugal. Alors pendular parce qu'en fait, il pendule, il sait se pencher dans les virages plus que les autres. Donc on peut aller plus vite dans les courbes et il monte à 220 km/h. Et on le trouve sur la ligne principale du Portugal qui va du nord jusqu'au sud. Voilà, alors celui-là je l'ai raté, donc ce sera le suivant. Cette fois, c'est bon, le train roule plein sud, direction Lisbonne. Et il y a quand même quelque chose qui m'interroge. Pour l'instant, je n'ai rencontré que des gens plutôt joyeux, ce qui ne correspond pas tout à fait à la réputation des Portugais dont on dit qu'ils ont parfois un petit côté mélancolique. Voilà, bom dia. Bonjour, je peux vous déranger un peu? On peut discuter un peu? Alors il y a un truc que moi j'aimerais bien comprendre un peu, c'est qu'on dit qu'il y a souvent dans l'esprit portugais une sorte de douce, je trouve pas le mot, mais mélancolie, nostalgie, qui s'appellerait la saudade. Vous pouvez me décrire un peu ça? Oui, effectivement. C'est vrai qu'on a cette espèce de mélancolie. C'est caractéristique du peuple portugais. C'est un peu notre défaut au Portugal. On a toujours ce petit côté pessimiste, ce petit manque de confiance en soi qui se transmet de génération en génération. Mais j'espère que ça va finir par s'atténuer, parce que c'est dommage. Mais ça vient d'où, ce sentiment-là? Autrefois, dans les campagnes, les gens ressentaient beaucoup cette mélancolie, principalement à cause de l'émigration. Beaucoup de monde partait travailler ailleurs, les hommes surtout. Et les femmes et les enfants restaient seuls au pays en attendant leur retour. C'est pour ça, je pense, qu'il y avait cette espèce de saudade, de tristesse permanente qui planait. Aujourd'hui, j'ai reçu des amis victimes de cette saudade, parce que leurs enfants sont partis étudier ou travailler loin à cause de la crise. Donc encore la saudade.
Intéressant. Me voilà arrivé à Lisbonne, la capitale, dans la gare moderne d'Oriente. Et alors que je m'attendais à trouver une métropole trépidante, je retrouve tout de suite un peu de cette atmosphère douce que j'avais déjà ressentie à Porto, comme une fin d'été qui n'en finirait pas. Lisbonne est au bord du Tage, et sa fameuse tour de Belém rappelle la puissance maritime du Portugal à l'époque de Vasco de Gama. Lisbonne est bâtie sur 7 collines et donc partout dans les vieux quartiers, des ruelles qui tournicotent et qui grimpent. Alors quand ça monte encore plus comme ça, il y a le funiculaire de Lisbonne, qu'on reconnaît, vous voyez, à cette air un petit peu supérieur, un peu hautain comme ça quand il descend la pente, et avec son gros œil de cyclope au milieu. Et s'il a cet air un peu supérieur, c'est pour une raison. Vous allez voir, c'est, vous voyez, la caisse est horizontale. Donc pour plus de confort du passager, la caisse est horizontale sur un châssis qui suit la pente. Voilà. Et celui-là, c'est le plus vieux de Lisbonne, il a 125 ans environ. À Lisbonne, tous les moyens sont bons pour essayer de gravir les collines sans effort. Certains ascenseurs sont impressionnants, comme l'ascenseur de Santa Justa, le plus célèbre, 45 mètres de haut, tout en fer forgé et datant des années 1900. Et le moyen le plus populaire, l'incontournable depuis bientôt 150 ans, c'est le célèbre et infatigable petit tramway jaune, le tramway des ruelles de Lisbonne, la figure emblématique de la ville. Ça, c'est la place du commerce qui a été longtemps la plus grande place d'Europe. Et on dit la place du commerce parce que vous voyez, les bateaux, ils arrivaient des colonies, des conquêtes portugaises là-bas, sur le Tage. Ils se postaient là-bas et puis on débarquait les marchandises et on allait vendre là derrière dans les petites rues de la ville. Des petites rues qui s'appelaient la rue de l'Or, la rue des Cordonniers, la rue... Qu'est-ce qu'il y a comme... La rue de Prata. La rue de... Prata. Prata, qu'est-ce que c'est Prata? C'est le contraire de... Ouro. Ah, l'argent. Voilà. La rue de l'argent. La rue du commerce. Ah oui, la rue du commerce, là. Voilà. D'accord. Et donc, c'est un bon moyen pour visiter Lisbonne, alors, le tramway? Oui, bien sûr. Avec le tramway, c'est idéal. On traverse tous les vieux quartiers de Lisbonne. Et là, tu rencontres vraiment toute l'histoire de la ville. Qu'est-ce que vous faites, là? Je dois descendre le pantographe pour mettre le trolley. C'est beaucoup plus fin. Sinon, c'est vraiment trop grand pour passer les petites ruelles juste après. On taperait dans les réverbères, les maisons. On casserait tout avec le pantographe. Et avec ça, on peut aller partout. Oui. Ok. Et la ligne la plus populaire, c'est la ligne numéro 28. C'est même carrément la ligne star. Bon dia. Bon dia. Et tout le monde ne va pas rentrer. Oh, la file. Regardez, on voit la file derrière là-bas. La ligne 28 traverse les quartiers les plus pittoresques de Lisbonne, et notamment ceux de l'Alfama, de Graça et de la Baixa. Les touristes l'adorent, et le petit tramway jaune est parfaitement taillé pour les courbes, les ruelles étroites et les pentes abruptes de ces vieux quartiers.
êtes portugais? Oui. Ah. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce tramway? Parce que c'est quand même chouette, c'est rare de voir un tramway qui, à ce point, se faufile dans les ruelles. Oui, c'est unique. C'est pratiquement du sur-mesure pour le tramway, ces petites rues étroites. D'ailleurs, il y a souvent des problèmes avec les voitures. Dès qu'elles sont mal garées, ça bloque tout. Le tramway passe plus. Mais alors, quand on habite comme ça, au ras du tramway, ça doit être bruyant dans sa chambre, non? Oui, c'est sûr que c'est bruyant. Surtout qu'ici, les maisons sont très vieilles. Et pas vraiment isolées côté son. Mais les gens sont habitués et ils ne l'entendent plus vraiment. Mais je dois descendre là, je suis arrivé. Vous allez travailler là? Oui, juste là. Au revoir. Ciao. Lisbonne a un truc particulier. Comme elle est faite de 1000 ruelles tortueuses, elle excite la curiosité en permanence. On a toujours l'impression qu'au prochain coin de rue, on va tomber sur une petite pépite. Ah, il y a de la morue. Bonjour. Bonjour, I'm sorry. Ah, Okay. pardon. Ça va? Ça va, bien. Ah, dis donc, mais il n'y a que de la morue chez vous. Oui. Que de la morue. Só bacalhau. Só bacalhau. Morue, ça se dit bacalhau, hein, en portugais. Ouais. Et donc, ça sent fort, hein? Oui, c'est puissant. C'est forte. C'est forte. Muito À cause du sel. Ah, dis donc, oh, la vache. Et, mais c'est quoi qui sent exactement? C'est le poisson ou c'est la préparation? Non, c'est la préparation. On plonge la morue dans l'eau salée pendant 3 mois. Et après, on la fait sécher pour pouvoir la conserver. Et quand on veut la manger, on a juste à la passer dans une bassine d'eau pour l'hydrater. D'accord. Donc, ça, je peux toucher? Si. Ah oui, c'est sec. Oui, bien sec. C'est bon. Donc, la morue se vend sèche. Oui, au Portugal, on mange jamais la morue fraîche. Non? Non, c'est les Anglais ou les Norvégiens qui font ça. Ah bon? Moi, je la préfère salée comme goût. C'est notre tradition. Il y a plein de recettes pour la préparer. C'est un plat très populaire, le plat typiquement portugais. Et sans doute le préféré. Elle est bonne, la morue, ici? Oui, elle est spéciale. Spéciale? Et pourquoi spécial? Parce qu'elle est bonne. Elle est bonne comment? Vous pouvez décrire? Elle est bonne à la vapeur, grillée, revenue, mijotée. Au four. Au four. Combien de fois par semaine vous mangez de la morue? 2 fois. Ah, quand même? Eh oui, la morue, c'est notre ami. On en mange beaucoup, nous les Portugais. C'est bon. Allez, au revoir. Ça vient d'où, alors, ce goût des Portugais pour la morue, d'après vous? L'origine remonte à plusieurs siècles. C'était les Basques et les Portugais qui partaient sur des petits bateaux de 5,50 m. Et ils pêchaient jusqu'à Terre-Neuve. Ça durait longtemps, d'où l'utilité de conserver la morue dans le sel. Et depuis, c'est devenu une grande tradition. Et alors, qu'est-ce qui se passerait si un jour il y avait pénurie de morue au Portugal? Ce serait un drame national? Ce serait un désastre pour les Portugais. Et surtout pour moi, parce que j'adore ça. D'ailleurs, entre 74 et 77, il y a eu une crise de la morue. Il n'y en avait plus. Tiens, regarde cet article. Il est sorti en 77. On avait même la police dans le magasin pour veiller à ce qu'on ne dépasse pas une morue par personne. On avait tellement de monde. Il y avait la queue jusque dans la rue. C'est dingue. Et c'est qui là qu'on voit sur la photo? Ça, c'est Martins. Ah, magnifique. C'est mon fidèle collègue. Il a 74 ans et il était déjà là à l'époque. Tu vois, moi j'ai 7 ans de moins et pourtant il est beaucoup plus fort que moi dans le magasin. Et ça conserve bien la morue, hein? Ouais, il paraît que c'est grâce au sel. Vous êtes magnifiques tous les deux. Merci. À Lisbonne, l'histoire, les collines, la vie se mêlent partout, tout le temps. Le monastère Saint-Vincent, le château São Giorgio, le palais présidentiel. Mais mon endroit préféré,
c'est plutôt le centre-ville. Donc là, il y a la place du Rocio, qui est le cœur historique de Lisbonne. Et juste à côté, cette belle bâtisse qui a l'air d'une sorte de palais. Et bien en fait, c'est une gare. Une belle gare quand même, et bien placée. Et jusque dans les années 50, c'était la gare de Lisbonne, la gare centrale. Elle a perdu un petit peu de sa superbe côté trafic, mais les habitants de Lisbonne l'adorent toujours parce qu'elle est quand même jolie, avec son style un peu rococo portugais. Ici, on dit style manuelin, parce que c'est un style inspiré de l'époque du roi Dom Manuel au XVe siècle. Et donc, elle mérite un petit hommage. Regardez, Lisbonne, c'est la ville des 7 collines. Donc quand on veut s'extraire du centre de Lisbonne, il faut affronter la colline. Et quand on veut quitter la ville en train, la seule solution, c'est de passer sous la colline. Et là, on voit bien que le train va entrer dans un tunnel qui fait 2,5 km de long. Et à l'époque, quand on a construit la gare, à la fin du 19e, c'était un chantier énorme. Et ce train est très fréquenté. Il dessert la ville de Sintra, réputée pour la beauté de ses innombrables palais et jardins. Vous venez d'où? Holland. And you? Netherlands. Pays-Bas. Et vous venez d'où? Irlande. D'accord. Corée du Sud. South Korea. Alors ça m'arrive très rarement, mais je crois que dans ce train, je vais avoir beaucoup de mal à trouver un Portugais ou une Portugaise. Parce qu'il y a que des touristes, que des visiteurs. C'est dingue. On va essayer. Bonjour. Vous venez de quel pays? Belgique. Germany, Allemagne. And you? L'Argentine. Ah, c'est loin. And you? Brésil. Cap-Vert. Ah mais c'est incroyable ce train, c'est vraiment le monde entier. Voilà, donc 100% de visiteurs dans cette voiture du monde entier. Donc gros succès le Portugal. Et le succès est mérité. Dès la sortie du train, c'est pure merveille. Des palais enchanteurs, comme dans les rêves. Le palais de la Penna avec son architecture de conte de fées et ses couleurs jaunes et rouges. Il fut construit sur ordre de Ferdinand II du Portugal, qui était un fou de littérature, d'art et de musique, et qui voulait un lieu éclectique et romantique. Autre merveille, le palais de Monserrate, dans un style plus oriental, dont les détails sont d'une extrême finesse. Construit à la demande de Francis Cook, un marchand britannique, un des hommes les plus riches d'Europe à la fin du 19e, et qui était tombé sous le charme des lieux. Mais ce que je voulais découvrir aussi, c'est le Portugal plus secret. Le Portugal des campagnes, celui où les visiteurs sont plus rares. Pour cela, je dois m'enfoncer dans les terres, repartir vers le nord. Quelques longues heures de train pour arriver dans la région de Trás-os-Montes, ce qui signifie « derrière les montagnes », une des régions les plus reculées du Portugal. Et là, j'ai l'impression d'avoir changé d'époque. L'étrange sentiment d'être en Europe, mais à un autre moment. Dans cette région, l'âne est resté roi. Il est à la fois l'animal de trait et l'ami de toujours.
Oi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, bien, ça va. Et non, elle est sèche la terre, hein? Oh oui, c'est de la bonne terre. Mais il n'a pas plu depuis le printemps et rien en été. Donc là, c'est tout sec. C'est un peu moins facile pour labourer et pour semer. Allez, ça. Il y a de la poussière dans le pays. Hein? Hein, mon beau bourricot? Ah, il a l'air sympa. Et alors, vous préférez travailler avec des ânes qu'avec un tracteur? Ah oui, je préfère. C'est mieux que le tracteur. Mais comment ça, c'est meilleur? Pourquoi c'est meilleur? Parce que moi, je préfère travailler avec mes ânes. Le travail de la terre est vraiment mieux fait. C'est plus précis. Ah bon? Ah oui, je préfère. Comment ça peut être mieux? Parce que le tracteur, il tire une charrue qui va profond dans la terre et qui remue tout. Il travaille bien, le tracteur. Oui, mais la charrue que j'ai ici, elle aussi, elle travaille bien en profondeur. Et parfois, elle fait mieux que le tracteur. Et là, sur celle-là, j'ai en plus un versoir. Ça retourne la terre en même temps. Avec les ânes, vraiment, c'est un bon système pour la terre. Mais ça date de quand, le modèle? Ça existe depuis toujours. Ça date de l'Antiquité. Ils l'utilisaient déjà comme ça. Et alors, qui obéit le mieux, les ânes ou le mari? Oh là là, le plus souvent, ce sont les ânes qui m'écoutent. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand je passe près du champ où sont les ânes, quand je les appelle, eux, ils viennent tout de suite. Alors que quand j'appelle mon mari, c'est moins efficace. C'est vrai que ça tourne bien. Oui, ça tourne bien. Et c'est difficile d'appuyer? Non, non, viens le faire, tu verras. Là? Vous venez ici. C'est vrai? Si. Comme ça, là? Il faut appuyer fort? Non, sans appuyer. Laisse faire. Il faut juste diriger, c'est tout. Seulement la direction? Si. Comme ça? Lève-y. Oui, uniquement la direction. Direction. Mais il est un peu bas, le manche, non? On est à 4 pattes. C'est normal? C'est très bien comme ça. On s'arrête. On s'arrête. Chta, c'est pour arrêter. Oui. Bonjour. Ah, te voilà. Comment ça va? Bonjour, Iria. Bonjour. Bonjour, Mario, vous allez bien? Bon dia. Bonjour, Joao. C'est Joao, notre vétérinaire. Et aussi notre ami depuis très longtemps. Il vient ausculter les dents d'une de nos ânesses. Ah, les dents? Si. Pourquoi? On a constaté qu'elle mangeait moins bien ces temps-ci. Vous êtes dentiste d'âne? Oui. Curieusement, oui, je suis dentiste pour âne. Ça, c'est dingue, ça existe? Ça existe. Alors? Et vous consultez dans les champs, comme ça? Non, en général, on fait pas ça dans les champs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir l'animal malade, qui est resté au repos à la ferme. Quand un animal est malade, de toute façon, on ne le fait pas travailler dans les champs. Ah, vous avez la technique, hein? Vous avez du métier? Allez, vas-y, à ton tour. Monte. Là? Oui, là. Je peux aller avec vous? Celui-là. Ah, j'adore. Excellent. Alors? Ils sont vraiment super cool. Ils sont pas du tout bourricots, ils sont très gentils. On se lave les dents avant d'aller chez le dentiste.
Qu'est-ce que vous faites là? Là, je l'habitue au bruit de l'appareil. Si tu as bien regardé, au début, elle avait un peu peur. Puis à force, elle a vu que c'était pas dangereux. C'est important pour qu'elle reste bien calme. On appelle ça le sentiment d'autopréservation. On doit l'habituer au bruit jusqu'à ce qu'elle n'ait plus peur. Si ça avait été un cheval, il serait déjà parti en courant depuis longtemps. C'est beaucoup plus explosif, le cheval. L'âne, lui, il a besoin d'observer et comprendre ce qui se passe. C'est pas une menace pour lui, il analyse tout. Là, par exemple, il n'y avait pas de problème, ça ne faisait pas mal, il est resté. Un cheval, lui, il serait loin. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'âne est très intelligent. Il réfléchit toujours avant de prendre une décision. Il ne dépense pas son énergie pour rien. Ah, c'est super intéressant. Vous voulez dire qu'il est beaucoup plus malin que le cheval, en fait? Ils sont différents. Il n'y a pas mieux ou moins bien. C'est juste deux comportements très différents. Ok, bon. Allez, on continue. Tiens, regarde. Grâce à cet outil, je peux maintenir la mâchoire de l'âne ouverte. Comme ça, une fois bloqué, je travaille sans danger. Ah, ok. Et donc, il ne peut pas refermer la bouche sur votre main. C'est ça. Tu vois, j'ai encore mes 5 doigts. Elle est super calme. C'est incroyable. Ouais. Et ça va? Ça vous inquiète pas de voir votre âne? Non, pas du tout. Ça ne m'inquiète pas. Maintenant, je vais examiner sa bouche. Tu vois, elle a des prémolaires bien en place. Elle n'a pas encore perdu ses dents de lait. Mais tu vois les petits picots sur les dents? C'est ça qui la gêne. C'est pas régulier. Donc ce que je vais faire, je vais limer ces picots qui l'empêchent de mastiquer correctement et de bien manger. Tu veux toucher? Prends les gants là-bas, tiens. On n'a pas la chance tous les jours de mettre sa main dans la bouche d'un âne. Attends, mouille les gants pour faciliter le contact dans la bouche. C'est mieux pour l'âne. Je te montre. Quand tu vas mettre la main, tu vas sentir. Pour moi, c'est simple. Si tu touches des dents lisses, tout va bien. Si ça accroche un peu ou si ça pique, alors il y a un problème. On n'a pas l'habitude. Non, t'inquiète pas. Elle ne peut pas mordre. Ah oui, oui. Prends un peu plus haut et tu vas sentir. Ah oui, ça pique. Ah oui, il y a des petits picots. Ça n'a rien de grave. Mais si on ne le corrige pas, ça va finir par la blesser. Et se compliquer. On va donc faire du préventif. Dès que vous allumez l'appareil, hop, les oreilles. Remouille la main. Et tu vas chercher le même endroit. Dis-moi si ça a changé. Ok. Et si c'est pas bien, j'ai le droit de le dire. Bien sûr. Vous me ferez pas passer la roulette. Ah oui, c'est un peu râpeux, mais sans pique. Et là, avec sa langue, elle essaie d'emmener ma main, je ne sais pas où là. Bah oui, forcément, t'embêtes sa langue. Laisse sa langue tranquille. Ah oui, c'est bien. Bon travail. Okay. Obrigado. Et mais vous avez un métier incroyable. Il y en a beaucoup des dentistes d'âne comme vous? Non, on n'est pas beaucoup. Tu as plein de vétérinaires pour les chevaux. Partout. Mais des spécialistes des ânes, on est très peu au Portugal. Dans notre région du Nord, il y a plein d'ânes. Mais je suis un peu tout seul. Ah oui, donc vous êtes quasiment unique. Un peu, oui. D'une certaine façon. Mais ce qui m'épate, c'est autant la technique du docteur que sa capacité à le rendre, voilà, à le mettre en confiance, à être tout calme. Il y a de l'amour dans tout ça, hein? Ah oui, beaucoup. Ça compte, ça, hein, l'amour et la confiance. Oui, ils se sentent bien, nos animaux, avec nous. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Super, franchement, j'adore.
Merci Philippe. Obrigado. Allez, je vous embrasse. Je crois bien que le Portugal a un talent caché. C'est sa modestie. Voilà un pays dont on ne parlait quasiment pas il y a encore quelques années. Un pays qui n'a fait la une de l'actualité que lorsqu'il eut des problèmes de dette ou qu'il proposait des avantages fiscaux aux retraités. Mais le vrai talent du Portugal, c'est qu'il a su rester simple. J'ai rencontré dans ce pays une authenticité, un naturel rafraîchissant. Alors qu'il est aujourd'hui devenu une destination touristique majeure, au Portugal, il suffit de s'écarter à peine des sentiers battus pour y retrouver un peu de soi-même.